Hey salut à tous, c'est Marvino, j'espère que vous allez bien. Personnellement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des tops des morts brutales dans les animés et les mangas. Cette vidéo se fera en plusieurs parties, donc c'est normal s'il manque certaines scènes marquantes. Évidemment la vidéo va contenir beaucoup de spoils, donc fais attention. Bref, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour soutenir la chaîne, place la vidéo. On commence tranquillement la vidéo avec le cas de Freezer, une mort des plus légendaires qui a marqué plusieurs générations. Petit contexte rapide. Alors qu'on pensait que Freezer avait été tué lors de l'explosion de la planète Namek, ce dernier aurait apparemment survécu, il a subi une grande opération de mécanisation. Freezer, accompagné de son père le roi Cold, vont se rendre sur la planète Terre afin de venger leur défaite cuisante et pourquoi pas ne pas faire exploser la planète Terre. Le problème est tel que Goku n'est plus là, on peut même penser qu'il est mort durant l'explosion de la planète Namek. Et à ce moment-ci de l'histoire, la puissance de Freezer est bien au-dessus de n'importe quel autre combattant de la Z-Team. On pensait alors que c'était la fin pour nos héros, quand soudain un bougoflon intersidéral va débarquer de nulle part pour défier Freezer et son père. Mais la cerise sur le gâteau, le mec va se transformer en Super Saiyan. Tout le monde est choc-barre, et y a de quoi. On s'attend alors à un combat palpitant, mais il n'en est rien. Trunks va humilier Freezer subtilement et le découper en fines lamelles telle une vulgaire branche de kebab avant de le désintégrer en poussière. Le tyran Freezer est mort en l'espace de quelques secondes. Pendant l'assaut, Trunks avec son épée aurait prononcé les mots suivants. C'est l'une des humiliations les plus marquantes que j'ai vues, surtout dans ce contexte. Qui plus est, on apprendra que ce fameux Trunks vient en réalité du futur étant né de l'union de Bulma et Vegeta. Que de révélations incroyables pour l'un des épisodes les plus iconiques de l'histoire de la Japanimation. Ah là là là, Aka Mega Kill. Ceux qui ont regardé cet animé savent ô combien il est dramatique. Tous les personnages ou presque passent par la case mort subite. Certains héroïquement, d'autres d'une barbarie sans nom. Parmi tous les membres du Night Raid décédés au combat, je pense que la mort de Chelsea est celle qui m'a le plus marqué de par sa sauvagerie sans égale. Petit contexte rapide, alors que les Night Raid et les Jaegers, les deux groupes ennemis, luttent dans un conflit qui fait rage, Chelsea, membre des Night Raid, doit accomplir une mission importante. Infiltrer le groupe des Jaegers pour éliminer quelques membres. Premièrement, Chelsea éliminera un soldat du nom de Balls. Quant à sa prochaine cible, elle est la dangereuse Kurome. Chelsea réussira tout de même à neutraliser sa cible en lui transperçant un point vital, la laissant donc pour morte. Cependant, cette attaque pourtant fatale n'aura pas raison de Kurome, qui a survécu miraculeusement grâce à une drogue qui renforce tout son organisme. Par conséquent, sa couverture sera alors compromise. Comprenant qu'elle est dans un grave pétrin, Chelsea tentera de fuir désespérément, mais elle sera prise en tenaille par les marionnettes de Kurome. Chelsea sera tranchée puis abattue brutalement d'une arme à feu, sans qu'elle ne puisse se débattre. Son cadavre sera décapité, sa tête sera embrochée sur la place publique. Chelsea servira d'exemple pour toutes les futures rébellions. Quant au reste de son corps, ce sera le Tegu du nom de Koro, qui ingurgitera ce qui reste de la jeune femme. Cette mort est vraiment ignoble, car aussi violente soit-elle, Chelsea était avant tout un personnage vraiment sympa et attachant, dans une œuvre qui se veut déjà très funèbre. Lorsque l'on pense à une mort brutale, certains personnages de fiction ne méritent que cela, à tel point qu'ils sont détestables et c'est bien évidemment le cas de cette sombre merde qu'est Shinji Mato de la licence Fate. L'une des pires ordures qu'il soit et ce peu importe la timeline. Je pense pour ceux qui ont vu les différentes licences Fate, on était tous unanimes pour voir crever Shinji. Mais une mort douce n'était pas une punition convenable, non. Il était clair qu'on voulait le voir souffrir, dans d'atroces souffrances, car il ne méritait que cela. Avec Shinji, il est ici question de harcèlement moral, harcèlement sexuel, de viol, d'inceste et bien sûr de violence physique à répétition. Shinji est un énorme étron. Mais je pense que c'est dans la trilogie Fate Stay Night Evansville, timeline où je considère qu'on a la pire version de Shinji Mato, que notre vœu sera exaucé, enfin seulement à moitié. Alors qu'il s'apprêtait une nouvelle fois à violer sa propre sœur aînée Sakura Mato, cependant l'adolescence devient progressivement la part sombre d'elle-même, le résultat de nombreux rituels que la famille Mato lui ont infligés depuis toute petite. Par conséquent, cette fois-ci, Sakura ne va pas se laisser faire et va alors se rebeller contre son frère. Elle égorgera violemment Shinji Mato, mais n'est-ce pas une mort bien trop rapide pour une ordure de la pire espèce? Mais bon, je dois quand même avouer qu'un grand sentiment de satisfaction a parcouru mon esprit. On n'aura plus à supporter cet immondice personnage pour toute la fin de la trilogie. Dans
l'attaque des titans, voir mourir plusieurs des personnages face à ces horribles monstres géants nudistes, c'est plutôt la base. On y est habitué, surtout au début de l'œuvre. Tous ces pauvres militaires, on n'a plus vraiment le temps de s'y attacher. Mais il y en avait un qui s'est démarqué plus que les autres, un certain Marco Bot. Personnage présent depuis le début de la série, diplômé de la 104e brigade d'entraînement, Marco était quelqu'un de profondément bon, autant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Leader naturel, Marco avait tout pour faire une belle carrière militaire. Mais c'était sans compter sur la dureté du champ de bataille, où Marco perdut tragiquement la vie. Le problème est que sa mort, aussi terrible soit-elle, restait tout de même assez mystérieuse. En effet, lors de la bataille de Trost, à aucun moment il nous a montré un Marco en position de faiblesse face aux titans pouvant causer sa mort. Ceci est la dernière séquence de Marco encore vivant. Pourtant il sera bien retrouvé mort à la fin de la bataille. Assez étrange, mais on n'aura pas d'autres éléments de réponse. Mais à la saison 3 de l'anime, on apprendra finalement les circonstances tragiques de sa mort. En fait, Marco avait entendu une parcelle de conversation entre Reiner et Bertolt où ces derniers parlaient de leur propre titan étant à l'origine de toutes les catastrophes qui se sont écoulées depuis 5 ans. Marco, comprenant la gravité extrême des propos qu'il vient d'entendre, il va s'empresser de partir pour alerter ses compagnons. Mais il sera tenu en embuscade par Reiner qui va alors le capturer. Les 3 hommes seront rapidement rejoints par Annie. Marco comprendra rapidement qu'elle est aussi une complice de cette mascarade. Annie n'aura pas d'autre choix que d'enlever tout l'équipement transdimensionnel de son ancien compagnon afin de le laisser sans défense. Logiquement, Marco sera dévoré vif par un titan devant le regard horrifié de ses 3 bourreaux. Je trouve que cette mort est vraiment dure. Marco s'est retrouvé dans un bourbier où il avait déjà signé son arrêt de mort malgré lui. Complètement impuissant, son dernier souvenir sera le regard faussement complaisant de ses amis qui l'ont trahi pour l'envoyer à la mort de la pire façon qu'il soit. Quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, Rebecca est l'un des premiers personnages qui m'est venu à l'esprit lors de ce choix de cette première sélection. Et pourtant, durant toute la vidéo, les morts qui l'ont précédée et qui vont la succéder sont pour la plupart beaucoup plus marquantes. Du moins, c'est ce que je pense. Mais alors pourquoi Rebecca? Eh bien si vous avez vu Cyberpunk Edge Runner, la soudaineté de son décès est la définition même de ce que je qualifierais de mort brutale pour mes critères de sélection. Un acte d'une violence crue et surtout totalement gratuit. En effet, durant le dernier épisode, Rebecca était encore présente dans l'histoire. C'est un personnage attachant possédant un fort caractère. Rebecca faisait partie des personnages les plus cool de la série. Elle était en quelque sorte l'un de nos rares réconforts dans ce sombre univers où l'on voit nombre de nos personnages favoris périr les uns après les autres. On pouvait alors espérer que Rebecca allait peut-être en sortir avec les autres personnages encore restants. Mais la dureté de Cyberpunk Edge Runner nous a malheureusement vite rattrapés, et Rebecca n'y échappera pas. Elle se fera grossièrement écrabouiller par Adam Smasher en l'espace de quelques secondes. D'une séquence à l'autre, Rebecca ne faisait plus partie de l'histoire. Elle en est disparue sauvagement. En plus, la mise en scène met en évidence le choc, tout l'impact de l'écrasement. Elle nous propose différents points de vue pour renforcer la brutalité de l'acte. À mon humble avis, il est clair que Rebecca méritait une bien meilleure fin que celle-ci. On continue ce classement et là on s'attaque à un très gros morceau. Enfin, pour ce qu'il en reste vu comment il était carbonisé. Et oui, il est temps de parler de l'Homunculus Lust. Personnage particulièrement connu pour 2 raisons. Et bien la première, disons-le français, pour son chara-design plutôt agréable à l'œil, qui est en adéquation avec son péché capital, la luxure. Quant à la deuxième raison, celle qui nous intéresse le plus pour cette vidéo, c'est bien sûr la façon dont Lust a été assassiné par notre colonel préféré. Petit contexte, Roy Mustang est complètement enragé depuis la mort de son cher ami Maes Hughes. Celui-ci est animé par la vengeance. Roy ne cessera d'enquêter afin de retrouver le coupable derrière cet horrible homicide. Grâce aux résultats de son enquête, Roy va atterrir devant le laboratoire numéro 3 de l'armée, un endroit qui semble cacher de lourds secrets. En y inspectant les sous-sols, il tombera nez à nez sur l'ennemi, la dénommée Lust. Cependant, Roy et Jean se feront vaincre facilement par l'Homunculus. Mais la flamme de la vengeance était plus forte que tout ce soir-là. Déjà gravement blessé, Roy, possédé par la haine, il utilisera son propre briquet à silex pour cramer son ennemi. Il répétera le procédé à plusieurs reprises sans relâcher sa prise. Lust, un homunculus pourtant invincible, carbonise brutalement sur place, et sans pouvoir riposter, si bien que Roy Mustang viendra finalement à bout de ce monstre pourtant immortel. Cette séquence est devenue iconique dans l'univers de la japanime, du manga, bref tout ce que tu veux. Elle a marqué toute une génération, j'étais donc obligé de mentionner ce classique, bien que la mort est assez courte pour l'horrible personnage qui était Lust.
Quoi de mieux que finir la première partie de ce nouveau concept de vidéo avec l'incontournable anime Re:Zero. Mais cette œuvre est particulière, ceux qui ont la chance de l'avoir vue savent de quoi je parle. En effet, Natsuki Subaru, le protagoniste de Re:Zero, est immortel. Enfin, pas vraiment, mais il possède une capacité originale nommée la mort réversible. En gros, lorsqu'il décède, Subaru revient à un point précis de la trame scénaristique. En quelque sorte, il réapparaît à un checkpoint. Tu l'as donc bien compris, notre héros peut mourir un nombre incalculable de fois. Et comme si Subaru n'était déjà pas assez torturé comme ça, l'auteur va continuer d'accentuer l'horreur de cet essai. On pourrait mentionner les nombreuses fois où il est mort écharpillé par la redoutable Morgenstern de Rem. Lorsque ce n'est pas Rem, c'est au tour de Elsa Granert qui prend un malin plaisir à voir souffrir notre héros après l'avoir tranché mortellement. On n'oubliera pas aussi toutes les fois où Subaru est mort congelé sans qu'il n'ait la moindre chance de résister. Ah oui, en plus d'être décapité par Pug gratuitement lorsqu'il est déjà mort congelé. Bah ouais, sinon c'est pas drôle hein. Sans oublier le nombre de ses suicides pour mettre fin à ses pires souffrances physiques et parfois même émotionnelles. Et j'en oublie encore. Bref, Subaru ne cesse de mourir et souffrir. Mais parmi toutes ces morts, déjà bien affreuses, si je devais en retenir une seule, celle qui m'a le plus horrifié, ouais, vous voyez déjà où je veux en venir. Je parle bien évidemment de la mort la plus gore de Re:Zero selon moi, celle où Subaru va être déchiqueté vif par des centaines de lapins cannibales. Autant vous dire que celle-ci elle m'a traumatisé. J'étais pas prêt pour un massacre aussi brutal. Après avoir fini l'épisode, j'ai juste fermé l'ordinateur, j'ai éteint toutes les lumières, puis je me suis allongé dans mon lit. Non, Re:Zero c'est vraiment beaucoup trop fort. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter. Bref, tu connais le charabia, c'était Marvinho, à très vite, ciao.